Notre économie a subi, durant les dernières décennies, une mutation profonde. Nous sommes passés d'une économie industrielle, axée majoritairement sur l'agriculture et l'industrie, à une économie post-industrielle qui se caractérise par différents phénomènes. 1. La prégnance des services dans la production de richesses, ces derniers représentant plus de 80% du produit intérieur brut dans les pays développés. 2. Le développement d'une économie de la connaissance, les savoirs, les savoir-faire et la créativité, désormais l'information et les données, notamment avec le phénomène Big Data, sont devenus des ressources critiques dans l'obtention d'un avantage concurrentiel. Il suffit d'observer combien les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, ont su se tailler la part du lion dans cette ère de l'information. 3. Une mondialisation accrue qui favorise les échanges de biens, de services et de talents entre les pays du monde et rend dès lors les économies toujours plus interdépendantes. Comme toutes les disciplines, le marketing a également su intégrer ces transformations multiples et en tirer des implications pour la prise de décision. Fondamentalement, cette mutation interroge la manière dont les entreprises font des affaires, dont elles créent de la valeur pour leurs clients et assurent leur différenciation sur les marchés. Au fil de l'histoire du marketing, 3 mouvements successifs peuvent être soulignés. Le premier mouvement a consisté à penser le marketing des services, et pas seulement le marketing des produits tels qu'ils se pratiquaient jusqu'alors, et à prendre en considération ses principales caractéristiques. À la différence des biens, les services sont principalement intangibles, ils ne peuvent être vus ou touchés, et il est difficile de se les représenter mentalement, ce qui suppose d'essayer de les tangibiliser et de les matérialiser. 2, ils sont hétérogènes et variables en qualité, ce qui conduit les organisations de services à tenter de les standardiser et homogénéiser, par exemple au travers de la mise en place de blueprints, de technologies, de formations pour le personnel en contact. 3, ils sont inséparables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être séparés de ceux qui les produisent, les prestataires de services, et de ceux qui les reçoivent et les coproduisent, c'est-à-dire les clients. Et enfin, 4, ils sont périssables dans la mesure où les services sont éphémères et simultanément produits et consommés, ce qui impose de chercher à mettre en adéquation l'offre et la demande en temps réel. Par exemple, dans le secteur du tourisme ou du transport, on pratique notamment le yield management. La recherche en marketing des services est aussi massivement intéressée à la manière dont les services sont perçus et évalués par les clients. Ces travaux font écho aux pratiques de management de la qualité, qualité totale, zéro défaut, de pilotage de la satisfaction client et de détermination d'une politique de prix et de création de valeur développée dans des organisations de services. Les évaluations des services présentent effectivement une certaine complexité. Ces évaluations portent à la fois sur le service central qui est fourni, ce que l'on nomme la qualité technique, par exemple le train qui arrive en temps et en heure à destination, et sur la manière dont le service est réalisé par les personnels en contact au sein d'un environnement physique donné, ce que l'on nomme la qualité fonctionnelle du service, par exemple l'accueil lorsqu'on arrive en gare. Ces évaluations sont éminemment subjectives, c'est-à-dire sujettes à des biais perceptuels, comparatives, c'est-à-dire que les comparaisons se font avec d'autres services, et cumulatives, c'est que ces évaluations résultent des multiples interactions que l'on a avec le service. La qualité, la satisfaction et la valeur sont alors présentées comme des évaluations complémentaires. Alors que la qualité perçue désigne le jugement du consommateur porté sur l'excellence ou la supériorité globale d'un produit ou d'un service, la notion de valeur perçue représente une évaluation plus globale de l'échange entre deux parties. Elle renvoie plus particulièrement à une évaluation globale de l'utilité d'un produit, bien ou service, établie sur la base des perceptions concernant ce qui est donné et ce qui est reçu, dont notamment la qualité. Les jugements de qualité et de valeur perçue peuvent précéder ou succéder à l'achat du service. Chacun peut, au travers de multiples signaux, juger la qualité et la valeur d'un service sans l'avoir consommé. En revanche, la satisfaction résulte impérativement d'une expérience personnelle et directe de consommation. Le client comparant alors la performance qu'il attendait initialement avec celle qu'il perçoit finalement au travers de sa propre consommation. La principale caractéristique des services soulevée dès 1985 par Aiglier et Langeard, professeurs à l'IAE d'Aix-en-Provence, dans leur modèle de séduction, est que les clients participent activement à la production de ce service et qu'ils concourent ainsi, à l'instar des personnels en contact et du support physique, à la réalisation effective de ce service. Par exemple, un service bancaire ne peut être mis en œuvre sans l'intervention du client à un moment donné, en particulier lors de la rencontre de service. Ce phénomène est aujourd'hui accentué par l'e-banking qui suppose que le client consulte son compte, réalise des virements, s'informe sur les taux et la législation. Donc, de nombreuses opérations sont réalisées. De la même manière, une entreprise comme Ikea compte sur ses clients pour acheter, récupérer, transporter et recomposer les meubles découverts dans leur linéaire. De nombreux services transforment ainsi le client en coproducteur ou en employé partiel de l'organisation.
pratique qui est parfois dénoncée comme une nouvelle forme d'exploitation par certains collègues en marketing. Dans des articles récents, Audrey Bonnemaison, Sandrine Cadenat, Florence Benoît-Moreau et Valérie Renaudin ont synthétisé les multiples formes de la participation du client selon le type de ressources mobilisées, ordinaires ou extraordinaires, et les motivations sous-jacentes, intrinsèques ou extrinsèques. La participation peut en effet prendre une forme ordinaire et répondre à des motivations extrinsèques, comme par exemple scanner ses produits en caisse ou acheter des produits en ligne, ou à l'opposé, renvoyer une participation experte où le client se transforme en copromoteur, en co-innovateur ou en collaborateur sur les forums d'entraide, par exemple. Le client accomplit ainsi des tâches qui dépassent le rôle qui lui était initialement attribué et s'engage dans des actions extraordinaires pour le simple plaisir de les réaliser et d'en retirer éventuellement une certaine fierté. Les managers et les chercheurs se représentent alors le client, pas seulement comme un coproducteur de services, mais comme un véritable co-créateur de valeur. Fort de ces constats et de l'observation du poids grandissant des services dans nos économies occidentales, y compris dans les entreprises industrielles, un deuxième mouvement s'est produit durant les années 2000 et a conduit à accentuer l'intérêt porté aux expériences de service. Wargo et Loesch ont en particulier synthétisé, théorisé et diffusé avec un très grand succès l'idée d'une logique de service dominante marquée par 3 mutations majeures. D'abord, le succès des firmes repose sur la maîtrise et le développement de ressources intangibles, dont au premier rang la connaissance, alors qu'il était surtout question de ressources tangibles dans l'ère industrielle. Ensuite, la valeur n'est pas prédéterminée par l'entreprise, elle est co-créée avec les clients. L'entreprise ne peut faire que des propositions de valeur, mais c'est le client qui, au travers de ses actions et de ses efforts, est capable d'en extraire la substantifique moelle. Enfin, l'intégration de services dans l'offre des entreprises conduit à penser en termes de relations et pas seulement de transactions. Par exemple, un constructeur automobile qui commercialise, outre ses véhicules, des crédits auto, des services de révision et de maintenance et réalise du commerce sur les pièces détachées, ou revend des véhicules d'occasion, ne peut plus être myope et se consacrer uniquement à des ventes one-shot. La satisfaction client, la relation client, l'engagement client, l'expérience client deviennent ainsi incontournables pour la performance à long terme des organisations. L'approche SDL, Service Dominant Logic, et ses auteurs sont parfois critiqués aujourd'hui pour leur caractère intégrateur et opportuniste. Cependant, on peut saluer ici à la fois leur talent à diffuser les résultats de recherche auprès des managers du monde entier et leur capacité à s'extraire du champ exclusif des services pour redonner une vision générale au marketing, les biens étant simplement vus alors comme des supports de services. Par exemple, un smartphone ou un ordinateur ne valent que parce qu'ils apportent des services à leurs utilisateurs. D'une certaine manière, l'approche SDL consacre le passage de la perspective du producteur, service production, l'idée même que l'on retrouvait dans la séduction, à la perspective de l'expérience client. D'une certaine manière, peu importe la manière dont le service est produit, l'important est l'expérience totale vécue par le client en interaction avec l'entreprise. La troisième mutation, qui est toujours en cours, renvoie à la transformation numérique des organisations et des marchés. Elle vient prolonger et renforcer les 2 mutations précédentes. D'une part, le développement des technologies en self-service, les sites web, les applications mobiles, les plateformes, les objets connectés, conduisent les clients à participer et à s'engager davantage dans des activités co-créatrices de valeur. Coproduction, co-innovation, co-promotion, collaboration, etc. D'autre part, l'expérience client ou l'expérience utilisateur n'ont jamais été aussi critiques dans la performance des entreprises. L'enjeu consiste notamment à mieux piloter cette tranche de vie qui lie l'entreprise et ses clients et à faire en sorte que le parcours client, ce que l'on nomme aussi en anglais le Customer Journey, soit le plus fluide possible. Les entreprises ont en effet multiplié les canaux de contact, de communication et de distribution, aussi bien offline qu'online, physiques et digitaux, ce qui peut occasionner de multiples difficultés internes et externes à ces mêmes organisations. Par exemple, les niveaux de service et de prix peuvent varier selon les canaux, ce qui rend l'expérience frustrante et finalement assez peu cohérente. L'ambition est donc de constituer un parcours sans couture, seamless, afin que les clients puissent non seulement accéder aux meilleurs services, mais ceci en réalisant le moins d'efforts possible. Beaucoup d'entreprises utilisent par exemple aujourd'hui, parfois sans trop de discernement, le Customer Effort Score, un indicateur mesurant l'effort réalisé par le client pour accéder à ce même service. Le pilotage des parcours clients participe totalement de la logique de service, l'objectif étant d'apporter plus de commodité, de praticité et de fluidité aux clients. À cette logique de service s'ajoute aujourd'hui une logique beaucoup plus communautaire.
Les organisations doivent en effet tirer parti des réseaux sociaux numériques, les réseaux sociaux, les blogs, les médias sociaux d'une manière générale, qui constituent à la fois de puissants outils de communication, des outils de veille et de collecte d'informations, où on va par exemple réaliser des analyses des sentiments, faire des ethnographies. Et puis ce sont également des instruments d'engagement des clients au sein de communautés d'utilisateurs et de passionnés. Au traditionnel marketing B2B ou B2C s'ajoute un marketing C2C, client à client, peer-to-peer, qui impose à l'entreprise une compréhension et un management de l'ensemble de ses réseaux. Il faut savoir gérer sa e-réputation, influencer les prescripteurs, favoriser l'engagement des clients. Le marketeur s'apparente donc de plus en plus à un animateur de communauté. Mais pour ce faire, il faut savoir redonner du sens à l'entreprise, à ses produits, à ses salariés. Pour espérer de l'engagement, il faut pouvoir cultiver sa différence, véhiculer des valeurs et signifier aux clients que l'on n'est pas seulement un industriel ou un prestataire de services. Le Club Med, par exemple, l'a bien compris et ne propose rien de moins que le bonheur à ses clients. La logique communautaire se développe donc à grande vitesse pour plusieurs raisons. D'abord, la transformation numérique et le développement des plateformes digitales et mobiles conduisent les organisations à écouter, à se rapprocher de plus en plus de leurs clients. Ensuite, à la perspective de la captation de marché s'ajoutent des ambitions de captation de communauté. Nike, par exemple, au travers de sa plateforme Nike Talk, tente de pérenniser ses liens avec des générations de sportifs, de basketteurs par exemple, ce qui les rend potentiellement moins attaquables par leurs concurrents. Enfin, dans notre société hypermoderne, comme le dit Bernard Kova, le lien importe bien plus que le bien, et chacun peut ressentir le besoin de redonner un sens à sa vie, y compris au travers de son identité de consommateur et de client. Les entreprises l'ont bien compris et tentent d'alimenter, d'exploiter ces nouvelles formes d'engagement de ces mêmes individus.